laboratoire de la gouvernance mondiale en Afrique pour exploiter illégalement les richesses du pays. Bandeko, lelo yo boyebi ke site oya munene oya biso, tobengi na kombo ya www.nouslescombattants.com, site oya ezalaka toujours na pointe. Tangu tobengi baza wana pona bilili, baza wana pona kopesa bino ba information, tokosenga na bino site ya www.nouslescombattants.com, ezali site oyo yango sikoyo ekomi ko rassembler ba combattant nyonso tolandaka bilili mingi ba information mingi na site ya www.nouslescombattants.com. Igeta. Chers compatriotes, c'est votre frère Christian Boula-Biama, combattant, parlementaire debout, résistant, congolais, établi en France. Je vous parle aujourd'hui d'un concept créé par les multinationales, vulgarisé par les Nations Unies, dont les effets nous les ressentons, n'est-ce pas, au Congo depuis plus de 20 ans. Donc, il s'agit de la gouvernance mondiale. Avant d'en arriver là, je voudrais remercier pour combien un travail noble qu'ils font pour les Congolais. J'ai cité M. Lamis depuis l'Italie, les propriétaires de WW Nous les Combattants, et son collaborateur résident en France, Anderson. Je ne manquerai pas aussi, n'est-ce pas, de remercier tous ceux et tous celles, n'est-ce pas, qui font de belles choses à travers, n'est-ce pas, nos sites sociaux pour que le combat aille de l'avant. Donc, je reviens maintenant sur les concepts de la gouvernance mondiale. Quand vous entendez parler de M23, vous entendez parler de la descente des Kabila au Parlement. Quand vous entendez parler du traité de Nice, qui aujourd'hui crée un imbroglio, c'est-à-dire une confusion dans la tête de gens à travers la diaspora, c'est parce que il s'agit du concept de la gouvernance mondiale. Et je m'en vais vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants en citant un auteur célèbre, celui qui a donné quand même, qui a pu, n'est-ce pas, nous donner une définition possible. J'ai cité Pascal Lamy. Pascal Lamy donne une définition possible de la gouvernance mondiale. C'est quoi? C'est l'ensemble des transactions par lesquelles des règles collectives sont élaborées, décidées, légitimées, mises en œuvre et contrôlées. Il ne s'agit pas à l'évidence de gouvernement au sens qui est usuellement donné à ces termes, mais il s'agit bien de ce par quoi se gouverne l'économie mondiale et au-delà de la gestion d'un ensemble d'interdépendances. Ce système de gouvernance est en mutation permanente. Il répond en effet à un triple mouvement d'intensification des interdépendances, d'extension de celles-ci à de nouveaux secteurs et d'élargissement de leur champ géographique à de nouveaux pays. La gouvernance mondiale s'explique dans le contexte de la mondialisation. C'est la mise en place de réglementations publiques et privées à la hauteur des défis. Au titre des défis, nous avons les normes sociales, de la protection de l'environnement et du réchauffement climatique, de la sécurité des consommateurs et des implications du progrès technique. Tout ça s'engendre quoi? S'engendre de la criminalité internationale et du blanchissement d'argent aussi. Donc, nous intitulons notre thème d'aujourd'hui sous la forme de la République démocratique du Congo, premier laboratoire de la gouvernance mondiale en Afrique. S'en tenant à la définition, vous verrez que je parlais d'interdépendance. Il y a des secteurs qui n'étaient pas auparavant au niveau de la Banque mondiale, au niveau du Fonds monétaire international, au niveau de l'ONU, qui n'étaient pas mis en évidence.
Et aujourd'hui, on en parle tel le réchauffement climatique et puis, n'est-ce pas, l'environnement. Donc, on doit insérer ça dans leurs programmes. Donc, ils insèrent ça dans leurs programmes parce que ce sont des secteurs aujourd'hui qui dérèglent un peu, n'est-ce pas, la norme préétablie du monde. Il dit ceci, ce système de gouvernance est en mutation permanente, donc est en changement permanent. Donc, à tout moment, il y a la réglementation qui s'ensuit. Et puis, c'est-à-dire, il y a de l'élargissement de leur champ géographique à de nouveaux pays. Ils ont conçu ça au niveau des Amériques, au niveau de l'ONU, de l'Europe, et ils l'ont étendu à travers le monde. Donc, à partir de 1997, donc 90, donc ce concept a été inventé et maintenant ils l'ont étendu un peu partout à travers le monde, dont le laboratoire est chez nous en RDC. Parce qu'on a des matières premières, des gisements très importants, et maintenant, eux, puisque ce sont des puissants du monde, ce sont des multinationales, des sociétés transnationales, donc avec leur esprit lucratif de gouverner, et ils viennent avec une autre logique qui n'est pas la logique du gouvernement. De la gouvernance mondiale, ce n'est pas le gouvernement au sens propre, mais c'est une façon de diriger le monde sans le gouvernement. Donc le monde est entré dans une zone de turbulence institutionnelle, privées et publiques, gérées par les multinationales et les sociétés transnationales. Donc, ce faisant, je voudrais dire ceci. Donc, ça dit, quand vous entendez parler de M23, M23 fait partie de la gouvernance mondiale. Ce sont des institutions créées à des fins bien identifiées pour déstabiliser le Congo afin de tirer des ressources, des bénéfices. Donc, quand vous voyez Kanambe descendre au Parlement, ce n'est pas un fait de hasard. C'est-à-dire, c'est quoi? Parce que Obama a mis de la pression sur Kagame et maintenant, lui, il détient sur son enfant Kabila et Kabila maintenant n'a plus, il sait qu'il n'a plus d'appui, il descend au Parlement pour cette fois-là maintenant parler aux représentants bidons du peuple alors qu'ils n'étaient pas élus. Donc c'est quoi maintenant? Ça dit Kabila maintenant, ça dit il finit là où il devait commencer. Donc il y a 10 ans, il devait faire ce qu'il fait aujourd'hui. Il l'a pas fait, il était opiniâtre, il avait mis du coton dans ses oreilles, du voile sur son visage pour ne voir personne, écouter personne. Il écoutait qui? Kagame et les multinationales. Aujourd'hui, il est coincé, il revient là-bas. Donc ça dit son action, on ne va pas la suivre. Il n'est pas notre président. Il n'est pas notre président. Donc voilà. Et si il demande, le fait qu'il a demandé à la population de s'unir autour d'un objectif, n'est-ce pas, de protéger le pays, alors que lui-même en est architecte. Donc, moi je me dis, il doit le faire sous quelle forme? Selon quelle procédure et quelle est l'autorité compétente à agir. Et ce n'est pas Kanambe, c'est Tshisekedi, puisque c'est Tshisekedi qui a été élu. Ça, c'est de 1. Bon. S'agissant maintenant du traité de Nice, pour moi, je dis il y a caducité, puisqu'on ne peut plus en parler, puisque d'autant que c'est un traité qui remonte à une année passée. Donc, il y a une année passée, on n'en a pas parlé, et aujourd'hui, on vient nous les dire, n'est-ce pas, donc, c'est-à-dire, voilà, donc on vient un peu le vulgariser. Pourquoi? Je ne sais pas. Raison pour laquelle les philosophes disent pourquoi, quand il y a un fait, le philosophe se demande 3 questions. Pourquoi, comment et quand. Pourquoi quelqu'un l'a-t-il fait? Quand est-ce qu'il l'a fait? Comment s'est-il employé pour le faire? Donc je ne rentre pas dans les détails, donc je m'arrête à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire, voilà, tout ça, ça fait partie de la gouvernance mondiale. Donc ce sont des institutions créées à dessein pour déranger, pour dérégler le système. Dérégler tout un système qui doit être
installé ou un système préétabli afin que eux gouvernent. Raison pour laquelle l'OCDE, donc c'est un club des riches, des nantis, dont la France, il y en a 30 pays membres, la France, l'Australie, l'Allemagne, etc., se sont réunis et se réunissent continuellement par rapport à cette question de la gouvernance mondiale, puisqu'il y a du désordre au niveau du monde. Donc, raison pour laquelle l'OCDE, c'est quoi? C'est l'Organisation de coopération et de développement économique, voilà, regroupant 30 pays. L'OCDE mène une action de grande envergure pour qu'un jour qu'on ait, n'est-ce pas, des lois, des règles internationales contraignantes. Puisque les multinationales, ce sont elles maintenant aujourd'hui les maîtres du monde. Ce sont elles maintenant, n'est-ce pas, qui édictent, qui légifèrent par elles-mêmes, n'est-ce pas, certaines règles pour les faire appliquer sur un pays, parce que le pays regorge de minéraux, donc ils viennent, ils créent des lois et ces firmes-là, puisque les sociétés transnationales envoient leurs filiales sur place au pays, qui s'arrangent avec des gouvernements tiers, bidons, pour exploiter illégalement les richesses du pays. Et ces filiales-là, ces sous-traitances-là, il y a un vrai problème au niveau de la justice, puisqu'elles ne répondent pas à la justice du pays où elles puisent des matières premières. Et se réfère toujours à la société mère, donc c'est-à-dire au territoire où est implantée, n'est-ce pas, la société d'origine mère. Donc c'est ça, ce qui fait qu'il y a des problèmes au niveau national, ils ne respectent pas les lois nationales, le gouvernement devient faible, et voilà, on exproprie les gens on exproprie les gens de leur territoire, puisqu'il y a des minéraux à extraire, et ces gens-là ne sont pas indemnisés. On les tue, il y a des massacres au Kivu, etc. à cause de ça. C'est ça la gouvernance mondiale. Et je m'en vais maintenant vous expliquer, puisqu'il y a des indicateurs quand même qui nous donnent, n'est-ce pas, des éléments pour comprendre qu'il y a gouvernance mondiale, dont notamment les ONG. Différentes ONG, ONG des droits de l'homme, ONG des droits humains ou droits de l'homme, ONG de l'environnement, ONG de solidarité et ONG, n'est-ce pas, médicales, différentes ONG qui sont implantées sur le terrain, qui ont, n'est-ce pas, des rattachements avec l'extérieur. Ce sont elles qui dénoncent Transparency, je pense, international, Greenpeace international, pardon. Ce sont de telles ONG avec leurs filiales locales, ce sont elles qui ont dénoncé. Donc, et certaines ONG de grande envergure mondiale. Donc, le Congo, le titre c'est quoi? La RDC, premier laboratoire de la gouvernance mondiale en Afrique. Je l'ai expliqué. Donc maintenant, je vais vous démontrer, n'est-ce pas, au niveau de pyramides. Au niveau des pyramides, nous avons ici la RDC, premier laboratoire de la gouvernance mondiale en Afrique. Nous avons la première pyramide. Pyramide normative du pouvoir de Kanambe, alias Kabila, de 2006, 2011 et 2012. Il y a 4 échelles. Première échelle, donc 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est le bas de l'échelle. Première échelle, c'est Kabila, président sortant, nommé et usurpateur. C'est Kanambe. Deuxième échelle, là, c'est Kengwa Dondo. Troisième échelle, c'est Kamere, plus Bocha, plus Minaku. Là, si on s'en tient, n'est-ce pas, aux 3 échelles, aux 3 premières échelles, c'est quoi? C'est constitué par une famille concernée. Une famille bien identifiée, pardon, famille Touti, occupant 3/4 de la pyramide. Et là, 4e échelle, c'est qui? Ce sont les autres. Les autres sont des Congolais, ils sont au bas de l'échelle. Donc, les autres, les Congolais, ou les Congolais naturalisés rwandais, ou devenus Touti de culture. Notez bien, le Premier ministre n'est pas compté. Tous les autres ont un mandat. Donc, le président de la République a un mandat. Quand vous ouvrez leur constitution, je l'avais dit précédemment, quand vous ouvrez leur constitution, vous verrez le président Kanambe, sortant, usurpateur, donc il a un mandat. Kengwa Dondo, en tant que président du Sénat, il a un mandat. Et Kamere, à l'époque, donc il avait un mandat, bien qu'il ait, n'est-ce pas, abdiqué pour des raisons stratégiques, politiques, je vais l'expliquer. Et maintenant, il avait laissé la place à qui? À Bochab
et aujourd'hui à Minaku, la même logique s'ensuit. Pourquoi il avait laissé la place à Bochab? Puisqu'ils ont été critiqués par des gens, des clairvoyants, des gens qui ont des yeux ouverts, comme on dit. Donc, ils avaient critiqué cette pyramide, puisque 3/4 du pouvoir était détenu par les Tutsis. Donc, Bochab maintenant fait partie des Congolais naturalisés et Minaku, Congolais naturalisés. Donc, c'est la même suite. Maintenant, ici, la deuxième pyramide, ça c'est la pyramide normative, donc légale, constitutionnelle. Ça c'est la pyramide factuelle du pouvoir des Kanam alias Kabila de 2006-2011. Numéro 1, donc version intérieure du dedans. Donc ça dit là, ça a une explication. À la première échelle, nous avons Kanambe. Là, cette fois-là, il représente des multinationales, des sociétés transnationales. À la deuxième échelle, c'est Kenwadono. Là, il est qui? Il est intercesseur du pouvoir des Kabila auprès d'institutions financières internationales. On l'a mis là intentionnellement puisque c'est quelqu'un qui a travaillé en tant que Premier ministre, ministre des Finances, etc. Donc il a tissé des relations au niveau des institutions financières internationales. Donc il a un agenda fort. C'est l'homme de la rigueur. Voilà, c'est l'homme de passe, des plans d'ajustement structurel qui a, n'est-ce pas, coincé le Congo. Et à l'époque, s'agissant de ces plans d'ajustement structurel, le Congo, l'OMS avait primé, plébiscité le Congo comme meilleur élève, alors que Mobutu, donc avec Kenwadono en tête, puisque Kenwadono a été soutenu par Club de Paris, Fonds monétaire international, Banque mondiale, etc. Donc, lui, il a été primé, alors que le peuple en avait souffert. Mobutu était obligé, n'est-ce pas, de garder les fonctions régaliennes de l'État, notamment la justice, la défense, n'est-ce pas, la justice, la défense et l'intérieur. Les autres, il a laissé ça au privé. Et cette fois-là, en 84-85, Kenwadono avait fait un grand assainissement, n'est-ce pas, à la fonction publique et aux entreprises publiques de l'État. D'où, là, le Congo avait subi un revers, puisque Congo étant primé sur le plan international par une institution spécialisée de l'ONU, mais on supprima quoi? On supprima, n'est-ce pas, les soins médicaux et pharmaceutiques. Donc, maintenant, le Congo était plébiscité, mais on a supprimé cela. Nous, quand on grandissait, c'est-à-dire on avait de cartes d'ayant droit, c'est-à-dire l'équivalent de la sécurité sociale ici. Donc, vous allez à l'hôpital, à la pharmacie, on vous donnait tout gratuitement. On l'avait supprimé à cette époque. Donc, troisième échelle, sous, n'est-ce pas, la pyramide factuelle. Factuelle, ce sont des faits observables sur le terrain. Donc là, il y a qui? Il y a Kamere. Kamere est ambassadeur plénipotentiaire et conseiller spécial en matière géopolitique et géostratégique de Kanambe. Donc lui, il est là pour faire la géographie politique du Congo, nous diviser, nous rassembler. Qu'est-ce qu'il fait? Ici, à Paris, il vient, il coopère avec un groupe de gens, il coopère avec un autre groupe de gens sans les mettre en corrélation. C'est-à-dire, il cloisonne des gens pour faire son affaire. Il fait ça un peu partout à travers le monde. Ça, c'est Kamere. Il va auprès de Papa Tshisekedi pour avoir son aura afin, n'est-ce pas, de la régenter sur la population congolaise à travers le monde. Puisqu'il a notre morphologie, il a notre ethos, il a notre façon de parler, de faire et de dire des choses. Donc, lui, c'est un grand stratège. Roubaix-Roy, pareil. Lui, représentant socio-politico-militaro-administratif. C'est un grand rebelle. C'est un grand rebelle, donc il a étudié à l'université de Lubumbashi. Lui, Kamere à l'université de Kinshasa. Roubaix-Roy, c'est un grand rebelle, le patron de RCD. Donc, c'est un grand rebelle. C'est lui qui recrute la famille tout à travers le monde pour leur donner du pouvoir. C'est-à-dire, c'est lui qui donne injonction à Kabila, puisque Kabila a peur de lui. Il a peur de Roubaix-Roy, de Kamere et de Kenwadono. Donc, c'est lui qui représente toute la famille Tutsi à travers le monde. Il donne des noms pour qu'on les nomme, n'est-ce pas, au niveau des entreprises publiques de l'État au Congo. Et pour créer des milices, créer les M23. Lui, il en est, n'est-ce pas, l'architecte.
Voilà, il en est le commanditaire, Rouberois. C'est un grand dangereux. Donc là, notez bien qu'Anambe est maître à penser, inspiré par les pensées des multinationales et de leurs tenants. Il missionne tous les autres ici. Ça, c'est pyramide factuelle intérieure. Pyramide factuelle extérieure, c'est ça. Puisque Kanambe est sur 3 registres. Pyramide factuelle du pouvoir de Kanambe et de Alias Kabila de 2006-2011. Version 2, donc version extérieure numéro 2. Là, Kanambe, là, donc à la première échelle, ce n'est pas Kanambe, mais ce sont les ex-présidents et dirigeants du monde. Ce sont les personnes physiques. 2, donc là, ici, vous trouverez les familles Bush, les familles famille Clinton, les Louis Michel, vous les retrouvez là-bas, André Flao, vous les retrouvez là-bas, Sarkozy, vous les retrouvez là-bas. Et tant d'autres, Tony Blair, là. Ici, ce sont les multinationales, personnes morales. Ce sont les sociétés qu'ils ont créées et qui les disséminent, n'est-ce pas, à travers le monde. Et notamment à Kinshasa, donc au Congo-Kinshasa, pour, n'est-ce pas, faire leur expérience. Donc le Congo est devenu laboratoire de la gouvernance, le premier laboratoire au monde de la gouvernance mondiale. Troisième échelle, c'est Kagame et Museveni. Ce sont des marionnettes des pays des Grands Lacs. Donc là, puisque dans la définition, par rapport à la définition, donc ça s'étend, n'est-ce pas, au niveau géographique, au niveau des pays et des sous-régions. Au niveau de l'Afrique, puisqu'ils l'ont étendu, c'est un concept venu d'ailleurs. Nos ancêtres ne l'ont pas connu, ne l'ont pas su, et ne pouvaient même pas avoir l'idée qu'il y aurait eu, n'est-ce pas, un tel concept au niveau du Congo. Donc voilà, ce sont eux qui représentent la gouvernance mondiale au niveau de la sous-région. Ce sont eux qui ont fabriqué Kanambe, et surtout c'est Museveni en premier et Kagame en deuxième. Ce sont les marionnettes. Là, quatrième échelle, c'est Kanambe, marionnette à la tête de la RDC. Là maintenant, Kanambe, il représente le Congo comme marionnette, mais au bas de l'échelle. Ça, c'est au niveau de pyramide factuelle extérieure. Donc, au niveau, à la première échelle, ce sont les multinationales, ce sont des gens qui l'ont placé, qui le maintiennent au pouvoir, avec leur société. Troisièmement, ce sont les gens avec qui ils traitent directement. C'est pas Kabila qui traite directement avec ces gens-là, ce sont les multinationales, là, les anciens présidents, etc. Ils traitent directement avec Kagame et Museveni. Kabila n'est pas, donc ça dit Kabila n'est pas considéré là, donc il est au bas de l'échelle. Et lui, il traite directement avec Kagame et Museveni. Il ne voit pas, surtout, la première échelle et la deuxième échelle. Donc il y a une hiérarchisation d'échelle. D'où, là, qu'est-ce qui se passe? Quand maintenant on extrait illégalement nos matières premières, on les amène, n'est-ce pas, en Europe, en Occident. Là maintenant, quand ils les vendent au niveau de Toronto, puisque la grande bourse mondiale c'est à Toronto, au Canada, quand on les vend là-bas, n'est-ce pas, ce sont les multinationales, donc les présidents comme acteurs, ce sont eux qui représentent le Congo. Puisque les gisements là viennent, n'est-ce pas, à leur nom. Ce n'est pas au nom du pays. Donc ce n'est pas au nom de la RDC, au nom de ces gens-là, puisque ce sont eux qui ont ramené de la technologie, ils ont fait des prospections, ils ont mis des moyens pour extraire. Ce sont des minéraux, par exemple, les coltans que nous ne connaissons pas, et eux, avec leur technologie, donc ils mettent des sondes, etc. pour découvrir. Donc ce sont eux qui vendent, c'est leur matière première cette fois-là. Et maintenant, avec leur société, puisque ce sont des sociétés qu'ils ont créées à travers le monde avec leurs multinationales, donc c'est inversé, hein, ça se confond entre multinationales et dirigeants du monde. Ce sont les mêmes personnes. Là, ce sont les personnes physiques. Ici, c'est les personnes morales. Donc, les sociétés, quand ils exploitent, ils extraient, n'est-ce pas, de la matière première, ils les envoient à l'extérieur pour, n'est-ce pas, en faire des produits finis. Là-bas, maintenant, qui reçoivent, ce sont les personnes physiques, leurs patrons, les créateurs d'entreprises. Ce sont eux qui vendent au niveau des bourses. Et ils rendent compte quand même
à Kagame et Museveni. Ce sont leurs interlocuteurs directs au niveau de l'Afrique et surtout des Grands Lacs par zone. Je n'aime pas parler de la sous-région des Grands Lacs, ce n'est pas une sous-région. Donc c'est par zone, c'est-à-dire au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale, donc zone, n'est-ce pas, Grand Lac. Puisqu'ils sont des mèches avec eux, et maintenant, eux, ils donnent des miettes à Kanambe. Pour s'en convaincre, on va voir une vidéo de Paul Collier lors de la présentation de son livre. Et Paul Collier, n'est-ce pas, auteur de La quête des propriétés et le rapport ethnique à la nature. Vous allez vous en convaincre, il parle de la RDC. C'est-à-dire, quand les matières premières, l'or de l'Est, quittent le Congo pour aller à la bourse de Toronto, sur une année, on vend à 1 milliard de dollars. En contrepartie, le Congo ne reçoit que 37 000 dollars. Donc, vous allez voir ça pour vous donner une idée. Toujours, nous les combattants, Donc, voilà, ça, ce sont les 3 registres donc, de la pyramide de la gouvernance mondiale. Cette fois-ci, expliqué sur, n'est-ce pas, 3 pyramides. Mais maintenant, nous avons fondu la gouvernance mondiale en une seule pyramide. C'est représenté ici. C'est une pyramide nommée hybride de la gouvernance du monde en RDC de 2001 à 2013, cette fois-là. De 2001 à 2013, puisqu'il kidnappe le pouvoir, le petit Kanambe. Donc, ce sont eux les gouverneurs mondiaux, les sociétés multinationales et leurs propriétaires. Ce sont eux qui l'ont maintenu au pouvoir. Ce sont eux qui ont commandité l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Donc, ils l'ont mis là au lieu d'organiser les élections ou de destituer le président Laurent Désiré Kabila afin de réorganiser les choses. Mais ils sont passés par voie rétorque, n'est-ce pas, de le tuer en utilisant Kanambe. Et ils l'ont tué, et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Au lieu d'organiser les élections, puisqu'il y avait quand même une assemblée constituante et législative, donc ACEL, donc instituée par Kabila Laurent Désiré, et à la tête de laquelle il y avait une dame, Mama Omatuku. C'est elle, en principe, puisqu'il n'y avait pas une disposition claire lui donnant le pouvoir en cas de démission, de mort du président. Mais quand même, il revenait à cette dame quand même d'organiser les choses ou de faire une petite transition, tu vois, ou créer un truc collégial. Mais eux sont passés outre tout ça pour mettre qui? Kanambe. Là maintenant, ils ne voient pas la démocratie, ils voient quoi? L'économique. Donc c'est quoi? C'est une cooptation indirecte. Ils ont fait du mode d'accession au pouvoir de Kanambe une cooptation indirecte. Voilà. Donc là maintenant, nous avons une pyramide unique où il y a à la première échelle les gouvernants de la gouvernance mondiale, les multinationales, les représentants. Deuxième échelle, les filiales transnationales ancrées en RDC. Ce sont des sociétés transnationales qui sont dedans en RDC, qui sont vraiment au cœur, fixées, enracinées en RDC. Troisième échelle, Kagame et Museveni, représentants officiels de la gouvernance mondiale dans les Grands Lacs, dont notre pays. Quatrième échelle, Kanambe avec sa bande Tutsi, rwando-ougando-burundaise en RDC, occupant des postes nobles et stratégiques en RDC, dont c'est une représentation nationale. Là, maintenant, Kanambe représente la nation congolaise, mais avec sa parenté. Donc nous, on n'est pas compté. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire de façon un peu brossée, n'est-ce pas? Vous parlez, n'est-ce pas, du premier laboratoire de la gouvernance mondiale en RDC. Donc la RDC est comptée comme premier laboratoire de la gouvernance mondiale en RDC. Et cet esprit, n'est-ce pas,
est venu à partir de 1994. Et je vais encore plus loin à partir de 1992, quand il y a eu des élections en Angola. Et je l'avais expliqué précédemment, donc c'était toute une tactique pour reconnaître le pouvoir de MPLA afin d'asseoir une base là-bas, d'attaquer Abiyarimana, de le tuer afin de déstabiliser le Congo. Ce n'était pas une chose facile. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai réfléchi pour vous montrer ça comme gouvernance mondiale. Donc qu'il s'agisse, n'est-ce pas? Donc là on parle des biens transnationaux. Les biens transnationaux sont des biens qui dépassent les frontières. Pour eux, ce sont des biens qui dépassent les frontières. Ce sont des biens mondiaux qui appartiennent à tout le monde. Raison pour laquelle Sarkozy parla, n'est-ce pas, de la cogestion des ressources minières. Donc c'est très dangereux. C'est un concept, la gouvernance mondiale c'est déjà malheureusement implanté. On nous l'impose, donc on nous a imposé des concepts. Et malheureusement, donc il y a des gens malins et qui acceptent pour avoir le pouvoir, rien que pour le pouvoir, pour diriger. Donc, qu'il s'agisse du M23, d'appel de Kanambe pour se mettre ensemble afin de bouter l'ennemi dehors, ce n'est pas notre problème. Donc, ça dit qu'il fasse ça selon sa manière, selon son mode de travail, puisqu'il a tout un mode de travail qu'on a constaté durant 10 ans, plus de 10 ans. Donc nous, on n'est pas là, nous, on ne les soutient pas, on soutient le président élu. Donc, s'agissant des traités de Nice, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai dit ceci, là, il s'agit de la caducité. Il s'agit d'une caducité juridique. Je me permets de le dire pourquoi, parce que si je comprends, je peux aussi m'égourer, mais si je dois me le permettre de dire, n'est-ce pas, c'était un traité, une chose préparée sous la direction, n'est-ce pas, sous la direction de Sarkozy, et qu'on attendait qu'il ait, n'est-ce pas, le deuxième mandat pour l'appliquer. Et le fait qu'il a échoué, c'est l'autre qui est venu, François Hollande, et aujourd'hui, François Hollande, depuis octobre, il a pris une décision telle que il y a sauvegarde de l'intégrité territoriale du Congo. Donc, allez-y comprendre, vous verrez que c'était tout un mécanisme pour, n'est-ce pas, morceler le pays, pour, n'est-ce pas, balkaniser le pays. Et au regard, n'est-ce pas, de leur constitution, ils ont instauré, n'est-ce pas, 26 provinces. 26 provinces seraient quoi? Seraient, n'est-ce pas, des provinces, des pays balkanisés. Et malheureusement, pour eux, heureusement pour nous, ça foirait. Sarkozy n'est pas passé, Hollande qui est là, il vient avec une nouvelle vision du monde pour, n'est-ce pas, rassembler le pays, n'est-ce pas, protéger, n'est-ce pas, les intérêts du Congo par rapport à quoi? Par rapport à leur territoire national. Donc là maintenant, je voudrais m'arrêter par là, c'est-à-dire tout en demandant à tous les Congolais, tout en demandant, n'est-ce pas, à tous nos compatriotes de s'unir, d'être ensemble, de provoquer, de convoquer même un colloque, comme a dit Papy Volcan, afin de nous voir en face, afin d'arrêter une idée directrice qui va nous mener, n'est-ce pas, à diriger, n'est-ce pas, le pays par nous-mêmes. Puisqu'on est à l'extérieur, je l'avais dit, on est là où les décisions du monde se prennent. Leurs institutions sont ici, aux États-Unis, Belgique, France, etc. Pourquoi? Là, maintenant, j'appuie aussi Papy Volcan. Pourquoi nous-mêmes, on ne doit pas se mettre en synergie, créer un corps autonome d'intelligence, des patriotes intelligents, pour, n'est-ce pas, le bonheur du Congo, afin de voir ces gens-là. De voir ces gens-là et, n'est-ce pas, de traiter avec eux pour que, n'est-ce pas, demain le Congo soit libéré. Et c'est ça le travail que nous, on doit mener, c'est ça le travail que nous, on doit faire. Donc, j'ai dit Ingeta à tout le monde. Et notre vision du monde avec mon ami Alongo, c'est quoi? C'est le président qui viendrait prochainement, il serait d'abord chef coutumier. Chef coutumier, puisqu'on est africain.
Donc, avant l'arrivée de l'homme blanc, nous, on avait nos coutumes à nous. L'homme blanc, il est venu avec sa greffe étatique pour nous imposer, n'est-ce pas, cette logique, n'est-ce pas, extravertie. Donc, durant tout un siècle, on en a fait une sauce et nous, on doit garder aussi notre patrimoine. Au niveau du code de la famille, il y a un grand effort qui est fait, sous Mobutu bien sûr, en gardant, n'est-ce pas, la dot. Et nous maintenant, au niveau du pouvoir politique, au niveau de la présidence, le président de la République doit être au départ chef coutumier. Puisque le chef coutumier, il est en phase, n'est-ce pas, il est en relation avec les morts et les vivants. Et c'est lui, n'est-ce pas, qui sauvegarde l'intégrité du territoire avant d'en être le chef de la nation, avant d'en être le chef du territoire national. Donc, ça c'est notre vision. Et je m'en veux aussi pour en profiter dans le sens que on est maintenant dans un mouvement. Je suis maintenant dans un mouvement. Donc, avec François Mboukou, donc prochainement, notre mouvement aussi sortira. Et afin, n'est-ce pas, de parler de notre vision du monde et, n'est-ce pas, de voir aussi avec les autres pour marcher ensemble, pour libérer le pays. Donc, j'ai dit, je vous remercie, Ingeta, et la partie qui s'ensuit, c'est quoi? C'est la vidéo pour vous mettre, n'est-ce pas, en relation, en relation par rapport à la gouvernance mondiale. J'ai dit et je vous remercie, suivez bien la vidéo de M. Paul Collier. J'ai dit et je vous remercie, Ingeta. Nous les combattants.com www.nouslescombattants.com. Ce serait une excellente occasion pour Paul de vous écouter. Nous allons peut-être avoir certains membres du public qui vont se joindre à nous par Internet, ceux qui n'ont pas pu être des nôtres. Entre-temps, Paul, je vous cède la parole et merci d'être des nôtres. Merci David de m'avoir invité. Merci d'être venu, mesdames, messieurs. Je vais vous parler de mon nouvel ouvrage, The Plunder Planet, qui a été publié la semaine dernière. Il s'agit de l'ouvrage le plus important que j'ai écrit. Bon, est-ce que c'est le meilleur? Je n'en sais rien, c'est à vous d'en juger, les lecteurs, mais je suis sûre que c'est le plus important. Alors, sur quoi porte-t-il? Il y a la nature. La nature et la mauvaise gestion de la nature. C'est une tentative de jeter des bases communes entre les partisans de l'environnement et les économistes. Donc, des bases communes qui sont cruciales parce que, comme je vais vous l'expliquer, ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, c'est que la nature, nos biens naturels, nos capacités naturelles, eh bien, sont pillées. Alors, des bases communes, bon, entre des chiens et des chats, si vous voulez, parce que les environnementalistes et les économistes, c'est un peu comme ça. Bon, on va éliminer un peu ceux qui sont en marge, mais on va éliminer les fondamentalistes, les extrémistes chez les environnementalistes, et on va aussi éliminer les extrémistes économistes. Essayons de bâtir des bases communes pour l'ensemble. C'est l'esprit que j'avais en tête quand j'ai rédigé cet ouvrage. C'est ce centre commun qui peut modifier les politiques et qui est si crucial. Pourquoi la nature est-elle importante? Eh bien, la nature est précieuse et elle est vulnérable. Je vais citer un environnementaliste qui a dit, bon, et d'ailleurs les économistes ne s'en rendent pas compte, la nature est spéciale. Pourquoi est-elle spéciale? Eh bien, c'est que bon, les biens naturels n'ont pas de propriétaire. Pensez-y, la plupart des biens
tout ce que l'homme a fabriqué, rien que le processus de fabrication va définir le propriétaire, initial en tout cas. Alors que la nature, elle n'est pas faite par nous, elle est là, elle existe. Donc, en l'absence de gouvernance, eh bien, tout le monde peut la piller et se prétendre en être le propriétaire. Bon, pillage, c'est un mot assez vaste et je suis un économiste un peu pédant. Alors, je vous donne ce mot un peu vaste, mais je vais le préciser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a deux formes de comportement. L'un, un petit nombre, exproprie ce qui devrait, ou en fait, s'approprie ce qui devrait appartenir à la grande majorité. Ceux qui s'intéressent au développement, vous avez pu voir, à plusieurs reprises la nature pillée ainsi des biens naturels qui auraient dû bénéficier à tous les citoyens et qui, au contraire, étaient exploités pour servir les intérêts d'une petite élite. Et ça, c'est une forme de pillage. Et les pays en voie de développement sont très conscients. L'histoire de l'extraction des ressources dans ces sociétés, eh bien, ça a été le pillage. Donc, de loin, la question la plus importante pour ces sociétés, c'est de s'assurer que l'histoire ne se répète pas. L'histoire n'a pas besoin de se répéter. Peut-être que vous avez remarqué ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle. Les Allemands contre les Grecs, etc. Les Allemands, bon, on le sait, c'est la société en Europe qui est la plus réticente face à l'inflation. Ils feront tout pour éviter l'inflation. Pourquoi est-ce qu'ils en ont peur? Parce qu'ils ont connu une hyperinflation et ils en ont tiré des leçons. Les sociétés peuvent apprendre de leurs erreurs passées. Donc, les sociétés des pays les plus pauvres savent que leurs ressources par le passé ont été pillées. Donc, voilà cette occasion qui se présente. Mais quelles erreurs doivent être corrigées? Quelles décisions doivent être bien prises pour, en fait, puiser dans toutes ces ressources plutôt que les piller? Bon, et il faut, en fait, passer par toute la chaîne de prise de décision pour en arriver à la prospérité. Bon, le premier problème dans cette chaîne, le premier maillon est cassé. Ce premier maillon, c'est la découverte des biens naturels. Le fait que si peu était découvert, ça vous montre que déjà rien que ce chaînon a été cassé dans la chaîne. Bon, je pense que ces ressources vont être découvertes d'une façon ou d'une autre. Alors, passons au chaînon suivant de la chaîne. Comment pouvons-nous calculer la valeur ou faire bénéficier toute la société de la valeur de ces biens? Comment éviter que ce soit pillé par un petit groupe alors que ça appartient au plus grand nombre? Je vous ai donné des chiffres, je vous ai donné... Bon, j'ai donné à CBC ce soir à 5h30 ces chiffres-là, vous l'avez peut-être entendu. L'intervieweur m'a dit, m'a posé une question sur la République démocratique du Congo, qui en fait n'est ni démocratique ni une république, mais bon. Alors, le journaliste m'a posé la question et voilà les chiffres pour la République démocratique du Congo de l'Est. Il y a à peu près $1 milliard d'or qui est extrait chaque année et exporté, en partie par des compagnies financières de Toronto. Toronto est le plus grand centre au monde pour le financement de l'extraction des ressources, l'exploitation des ressources. $1 milliard donc qui sort de la RDC, de l'or de l'Est, et les reçus, ils vont dans les caisses de la République démocratique du Congo. On pourrait voter, je vais vous donner les chiffres. $37 000, $1 milliard sort et 37 000 rentrent dans les coffres de la RDC. Ça, c'est du pillage à grande échelle, de grande échelle, et ça a lieu aujourd'hui. Alors, ça, c'est le deuxième maillon de la chaîne. Donc, un système fiscal efficace qui capte ces revenus, qui devrait capter ces revenus pour les sociétés, pour qu'elles en bénéficient, mais qui n'existe pas, qui n'est pas là.
on peut le mettre sur pied, c'est faisable, mais ça n'existe pas à l'heure actuelle. J'aurais pu vous donner toutes sortes d'autres chiffres d'autres pays, ça aurait été la même chose. De démarrer un processus de communication de l'information. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, justement pour essayer de contribuer à cette masse critique de citoyens éclairés. Aussi, à titre d'un citoyen parmi tant d'autres, un groupe qui, je suis membre d'un groupe qui a créé un site web qui s'appelle naturalresourcecharter.org. Visitez-le, naturalresourcecharter.org. Il nous faut cette masse critique de citoyens éclairés, non seulement chez ce fameux milliard, mais dans les sociétés riches aussi pour comprendre des dossiers tels que celui du poisson. Et dès que nous aurons une masse critique capable de comprendre ces questions, nos dirigeants iront à ces conférences internationales et reviendront en parlant, en se vantant d'avoir si bien défendu nos intérêts nationaux et d'avoir sacrifié les intérêts mondiaux. Il faut qu'on crée une masse critique de gens qui vont prévenir, qui vont empêcher les politiciens de faire cela. Imposé par l'oppresseur.